Mon micro est allumé maintenant. Comme vous venez de l'entendre, la rencontre de ce soir est enregistrée. Donc, à moins que ce soit quelque chose qui vous déplaise là, de contribuer ou de poser une question et de savoir que vous êtes enregistré, sachez que vous êtes toujours libre d'être là et de ne pas interagir, mais euh, pour nous, c'est important d'enregistrer la rencontre de ce soir pour des besoins d'archives, pour pouvoir s'y référer. Ça nous permet aussi de retourner donc aux idées puis aux présentations comme celle de Samuel ce soir qui font partie du mouvement Habitat. François, on ne t'entend plus. François, il y a eu un petit bug, ça a muté. Est-ce On a que vous manqué la fin. m'entendez maintenant? Oui. Alors, tout ça pour dire que vous êtes enregistré, qu'à cela, tenez-vous-le pour dit, comme on dit. Bonsoir tout le monde, je suis très, très heureux de vous voir ici pour la rencontre Pouvoir citoyen, où on va, encore une fois, donner l'occasion à un partenaire important de la marche qui s'en vient le 1er octobre prochain, de nous parler un peu de la mission et des idées qu'ils mettent de l'avant dans leur organisation et pourquoi ils ont décidé de devenir partenaires des activités du mouvement Habitat et plus particulièrement en ce moment de la marche du 1er octobre. Euh, c'est pas moi ce soir qui fera l'animation de la soirée. Vous connaissez Soraya, je vais lui céder la parole bientôt, mais je prends le temps, bien sûr, comme à chaque fois, de remercier ceux sans qui les soirées qui sont les événements publics du mouvement Habitat ne pourraient pas avoir lieu. Donc, bien sûr, l'équipe d'un et un Fonds 1000, en premier lieu, Théophile Bégin, chef de projet pour le mouvement Habitat, Soraya Al-Bekali, que vous connaissez, Fabien Dumas, qui est notre DJ maintenant depuis plusieurs années dans les activités du mouvement Habitat, l'équipe aussi qui s'agrandit, mais l'équipe qui est là depuis un petit bout de temps maintenant, Jennifer Ann Weir à la direction générale, Mathilde Aubertin, qui est l'adjointe, qui nous soutient dans plusieurs aspects des multiples projets. Et il y a aussi, donc, j'ai nommé Théophile, Mathilde, Jennifer Anne. Et puis, il y a maintenant Mélanie qui est là pour nous soutenir à l'organisation de la marche. Il y a aussi Nathalie qui nous aide à mettre en forme certains aspects administratifs. Donc, si j'en ai oublié, je voulais simplement dire, bien sûr, que sans l'équipe de 1 et 1 Fonds 1000, ces activités ne pourraient pas avoir lieu parce qu'il y en a plusieurs et que les activités continuent à grandir. Et en finissant, avant de laisser la parole à Fabien qui va vous faire son petit laïus technique comme à sa bonne habitude, sans le soutien bien sûr des fondations comme la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation J. Armand Bombardier, la Fondation Luc Maurice et la Fondation François Bourgeois, bien sûr les activités de ce soir comme celles de ce soir ne pourraient pas avoir lieu. Donc, on les remercie de tout cœur de leur engagement depuis un bon bout de temps et pour le futur aussi. Donc, avant de se lancer dans les détails et les présentations de ce soir, je cède la parole à DJ Fabien Dumas qui va vous expliquer comment intervenir et à quel moment on pourra utiliser certaines des technologies qui vous permettent d'intervenir. Donc bonjour à tous. Comme d'habitude, je vous fais un petit topo sur comment utiliser éventuellement Zoom pour la soirée. Ceux qui ont l'habitude, vous le connaissez, mais je vais faire vite. D'abord, vous expliquer qu'on vous encourage en fait à intervenir pendant toute la soirée, notamment pendant la présentation de notre invité dans le chat. Donc pour ça, ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, vous avez le petit icône en bas de discussion ou chat si vous êtes en anglais, qui va faire apparaître une fenêtre sur votre droite euh, où va se dérouler la discussion. Et puis, vous pouvez taper votre message tout en bas. Et vous pouvez aussi envoyer un message direct à une personne en particulier, que ce soit une autre personne présente aujourd'hui ou l'un des membres du staff. Donc, ça peut être moi si vous avez un problème technique ou si vous avez une question à Théophile ou peu importe. Donc, n'hésitez pas à choisir dans le petit menu déroulant la personne à qui vous voulez envoyer le message direct. Il y aura un moment en fait où vous pourrez intervenir avec la caméra et le micro ouvert. Pour ça, on vous invitera à demander la parole. Donc pour demander la parole, il suffit d'appuyer sur le petit bouton réaction en bas. Et vous avez un bouton en dessous des petits emojis, vous avez un bouton écrit lever la main ou raise your hand en anglais. Et c'est comme ça que vous allez avoir un petit icône qui va apparaître à côté de votre nom. Et surtout, nous, on va pouvoir vous voir que vous voulez intervenir. Sinon, on ne peut pas savoir que vous avez
envie de participer. Donc, on vous invite à utiliser cette fonction-là. Et enfin, si vous voulez intervenir, notamment, on vous invite aussi à changer votre nom, si jamais votre nom d'utilisateur, c'est par exemple iPad numéro 2 ou quelque chose comme ça, on vous invite à changer cet identifiant. Pour ça, il faut aller dans Participants, donc ça fait ouvrir une fenêtre sur votre droite, vous retrouvez votre nom, et en passant par-dessus, vous avez un petit bouton bleu qui apparaît avec plus, et là, vous avez la fonction renommer qui vient d'apparaître, qui vous permettra de changer de nom. La plupart de ces fonctionnalités sont disponibles aussi sur iPad. Pour ça, vous cliquez sur les trois petits points souvent, où vous tenez appuyé votre pouce, enfin votre doigt sur l'écran qui va laisser apparaître un menu supplémentaire et qui va vous permettre d'accéder à ces fonctionnalités. Donc voilà, et donc je fais le petit rappel que la séance est enregistrée, comme l'a déjà dit François, mais je ne vais même pas m'étendre là-dessus, puisqu'il a déjà très bien expliqué. Et donc, je redonne la parole à François, ou peut-être à Oui, Soraya aussi. juste À quelques François. instants. Ouais. Bien sûr, il y a un remerciement très important que je n'ai pas fait avant de céder la parole à Soraya, qui est vous. Parce que je regardais un peu les gens qui sont dans la salle ce soir. Vous êtes les piliers. Il y a peut-être certains d'entre vous qui êtes là depuis longtemps, certains d'entre vous peut-être pour la première fois, mais je le dis souvent, le mouvement Habitat, c'est vraiment un mouvement qui est ancré dans la participation des citoyens à la fabrication des idées, la mise sur pied des événements, mais aussi de l'imagination autour des événements. Donc, sans vous, je le dis tout le temps, ces événements-là ne se pourraient pas et les idées ne pourraient pas évaluer avec autant de richesse et autant de pertinence. Donc, merci à vous tous d'être là. Là, c'est vrai, je cède la parole à Soraya El-Bekali, qui sera l'animatrice pour la soirée. Elle va donc vous parler un peu de l'objectif de la soirée de ce soir. Soraya, es-tu là? Je suis là, François. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Très contente d'être avec vous ce soir. Donc, comme François vous le disait tout à l'heure, l'objectif de la soirée, bien, en fait, c'est tout d'abord, c'est un événement qui nous amène tranquillement vers la marche citoyenne qui va souligner le 1er octobre prochain la Journée internationale des aînés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre un partenaire officiel de la marche parce qu'on veut vraiment mettre de l'avant l'importance dans la marche, mais aussi dans toutes les actions qui concernent le mieux vieillir, d'agir ensemble. On veut vraiment réitérer avec la soirée de ce soir l'importance de briser les silos, de collaborer avec des organismes qui ne sont pas nécessairement issus du secteur aîné, mais avec qui plutôt il est vraiment primordial de créer des solidarités. Donc, ce soir, on a avec nous Samuel Charlebois, qui est chargé de projet en verdissement et en design urbain chez Nature Québec. Nature Québec, c'est un OBNL qui œuvre à la conservation des milieux naturels et à l'utilisation durable des ressources. Allô, Samuel? Allô, Saraya. Allô, allô tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc, Nature Québec mène en ce moment un important projet de verdissement urbain qui contribue à briser l'isolement social des personnes aînées par la mise en place de milieux de rencontres plus vivants et participatifs. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi ça a attiré notre attention puis pourquoi on est vraiment content d'avoir à la fois Samuel avec nous ce soir, mais Nature Québec à nos côtés pour la marche du 1er octobre. Donc, on a un beau programme que je vais vous détailler très rapidement pour la soirée. Donc, on va avoir une présentation de Samuel qui va nous parler de Nature Québec puis d'un projet spécifique. On va avoir un petit moment où vous allez pouvoir poser des questions, vraiment des questions de clarification si vous avez mal compris certaines informations, si vous voulez un petit peu plus de détails sur ce que Samuel va nous avoir présenté. Puis ensuite, François et Samuel vont avoir un moment d'échange. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous allez pouvoir les mettre dans le chat et moi, je vais tenter le plus possible de les ramener à Samuel et François. Puis ensuite, comme d'habitude, vous le savez, c'est vraiment notre dada. On a toujours un moment participatif dans les soirées. Donc, on va avoir une espèce d'atelier. Je pense qu'on va faire ça en grand groupe, là, de manière très informelle et relax. On va vous poser des questions pour avoir vos idées, puis aller chercher de l'information un peu, voir qu'est-ce que cette conversation-là va avoir fait émerger en vous, puis comment ça peut nous servir pour la marche du 1er octobre. Puis ensuite, on va aller tranquillement vers la fin de la soirée et Théophile et François vont vous rappeler un peu qu'est-ce qui s'en vient pour le mouvement Habitat. Donc, allez, on se lance. Samuel, je te passe la parole.
Ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Soraya. Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter ces projets auxquels on œuvre très, très fort en ce moment chez Nature Québec. Alors, Soraya m'a déjà présenté. Je le refais rapidement. Donc, moi, c'est Samuel Charlebois. Je suis chargé de projet chez Nature Québec pour le programme Milieu de vie en santé qui vise à développer nos milieux urbains par des actions de verdissement qui sont participatifs. Et donc, c'est vraiment c'est un très, très grand hommage, en fait, d'avoir été invité là, justement par François Grisé, par Théophile, aux côtés de Soraya. Donc, pour vous présenter ce soir quelques-uns des projets auxquels on prend part en ce moment et surtout la grande visée de ce programme-là qu'on développe. Donc, ce programme qui s'appelle GINCO. Le projet de GINCO vise vraiment les milieux de vie pour personnes aînées au Québec. Et l'objectif de ce projet-là, c'est vraiment de contribuer à leur optimisation par la réalisation de projets de verdissement qui sont inclusifs. Pour vous faire déjà un petit appel, en fait, de pourquoi ce nom, pourquoi GINCO? En fait, il y a une histoire vraiment intéressante derrière ce nom-là. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. Mais le ginkgo, en fait, est un arbre, est probablement l'arbre le plus vieux sur la Terre. C'est un arbre absolument fascinant, étant donné que c'est ni un conifère et ni un feuillu. Et c'est un espèce d'hybride des deux. Et puis, ce qui est assez fascinant de cet arbre-là, c'est qu'il n'a pas le gène du vieillissement. Donc, c'est un icône depuis des millénaires en Orient de santé, de vivacité. Alors, on trouvait que c'était un très beau nom pour développer ce projet et rassembler autour de cette notion du vieillissement en santé et du bien-être. Alors, on peut passer à la prochaine slide. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Nature Québec est un organisme environnemental national et qui existe depuis 1981. En fait, c'est le premier organisme environnemental du Québec et qui vise vraiment la conservation des milieux naturels, donc la biodiversité, la forêt, la bonne gestion de l'énergie et du climat, mais aussi depuis récemment l'environnement urbain. Donc, on peut passer à la prochaine slide. L'environnement urbain, c'est vraiment par le programme Milieu de vie en santé que Nature Québec investit le milieu urbain, surtout dans l'optique de démontrer les bienfaits des îlots de fraîcheur sur la santé, surtout dans ce contexte-ci de changement climatique en milieu urbain. C'est donc de contrer ce qu'on appelle les îlots de chaleur par des îlots de fraîcheur. Et puis ça, on peut passer à la prochaine slide. On le fait vraiment, on intervient sur les îlots de chaleur par des interventions donc en milieu urbain de verdissement vraiment. Et à ce moment-là, donc on intervient par exemple par des classes plein air avec les écoles, en développant des oasis urbaines avec des municipalités. On travaille énormément avec les établissements de santé, d'où ma spécialisation vraiment. On travaille aussi avec différents types d'habitations et de communautés, ainsi qu'avec des ruelles vertes. Donc, on s'investit dans à peu près toutes les sphères possibles vraiment du milieu urbain pour accompagner les communautés dans des projets de verdissement inclusif. On peut passer à la prochaine. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a le contraste de ce qu'on connaît entre les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur. C'est littéralement l'Organisation mondiale de la santé qui le crie de plus en plus. En fait, on voit de plus en plus des grandes publications passer, donc qui nous appellent à transformer notre milieu urbain pour diminuer vraiment la portion minérale et augmenter la portion végétale. Donc, de transformer nos beaux grands parkings désuets en milieu végétalisé, donc en parc. Donc, nous, on cherche toute opportunité de retirer littéralement de l'asphalte pour planter des arbres et ramener de la vie dans notre milieu urbain. Et c'est comme ça qu'on réduit littéralement la chaleur et on intervient sur la santé, donc surtout au niveau cardiovasculaire, mais aussi on encourage à l'activité physique énormément. Donc, les effets sont vraiment multiples. On encourage la qualité de l'air ambiante. Il y a beaucoup de différents facteurs là, sur lesquels on intervient. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Encore ici, c'est des petites cartes juste pour vous donner une idée là,
C'est une carte qui a été développée par l'Institut national de santé publique au Québec. Donc, on voit à gauche, par exemple, une carte d'un milieu qui est très minéralisé et donc qui est très chaud. C'est des îlots de chaleur. Ce qu'on voit en rouge, c'est exactement ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Donc, littéralement, c'est qu'il manque beaucoup d'arbres. Et à droite, c'est ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Donc, on voit en contraste, c'est beaucoup plus froid. On a beaucoup de vert sur cette carte-là. Donc, c'est des forêts, c'est des parcs qui aident si on veut, rafraîchir vraiment notre milieu urbain. Et d'une pierre deux coups, tant qu'à rafraîchir notre milieu urbain, on en fait des milieux qui sont accueillants, qui sont vivants, et donc on peut se rassembler et vivre ensemble. Tu sais. Alors, on peut passer à la prochaine. C'est vraiment là que le projet de Ginkgo s'insère, en fait. Là. Donc, on le voit qui est décrit par l'OMS et l'INSPQ. Pour les citer, on dit les espaces verts urbains peuvent supporter de manière significative le bien-être des personnes aînées, grandement mises en péril en raison de changements importants tels que la perte de l'autonomie, perte de proches, la solitude, qui sont des facteurs auxquels on peut tous être confrontés aussi. L'INSPQ, eux, ajoute pour les personnes aînées, le verdissement permet une meilleure disposition aussi pour la marche et réduit les risques de problèmes de santé chronique. Donc, c'est très sérieux comme les études qui se développent en ce moment dans ce secteur-là. Et puis, on voit le potentiel aussi de développement social qui se joint à ces questions-là. Donc, on dit le verdissement urbain contribue à briser l'isolement social par la mise en place de milieux de rencontres plus vivants et participatifs. En outre, les projets de verdissement communautaires constituent des occasions idéales afin d'encourager simultanément la participation sociale et l'amélioration de la qualité du milieu de vie. Donc, on y voit vraiment des opportunités communes de faire vraiment d'une pierre deux coups. Donc, ce qui est vraiment le fondement du projet de Ginkgo. On peut passer à la prochaine. Donc, comme on le disait, on souhaite contribuer à l'optimisation des milieux de vie pour personnes aînées par la réalisation de projets de verdissement inclusifs dans leur milieu. Ici, on parle aussi de supporter les proches, les résidents, les familles, les proches aidants, les intervenants aussi et les professionnels du milieu, quand il y en a souvent qui offrent leur aide. Donc, on peut passer à la prochaine. Et donc, dans ces projets-là, vraiment, on développe une démarche de co-création. Donc, le mot co-création signifie qu'on développe ensemble vraiment le projet. Et puis, on intègre vraiment des équipes à toutes les phases du projet. Donc, on mobilise, on sensibilise, on essaie de comprendre vraiment la réalité du milieu. Et puis, on conçoit ensemble vraiment des interventions. Ensuite, on verdit ensemble et puis on partage vraiment les bons coups, les mauvais coups et les apprentissages de chacun des projets. Et puis, donc, on en a plusieurs qui se développent en ce moment de ces projets-là. Et puis, c'est justement ces occasions-là aussi de favoriser des maillages intergénérationnels qu'on sait qui sont de plus en plus importants vraiment pour créer des communautés qui sont vivantes. Donc, dans tous ces projets-là, on cherche à créer des liens avec des organismes locaux comme des écoles primaires, secondaires, des garderies, des PME. On cherche à se connecter avec potentiellement des maisons des jeunes. Donc, on veut vraiment créer ces liaisons-là avec toutes les organisations entourant les milieux dans lesquels on intervient. Donc, on peut passer à la prochaine. De manière un petit peu plus concrète, donc en ce moment, nous, on est financé vraiment par l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique, pour intervenir dans 3 villes spécifiques. Donc, en ce moment, on travaille vraiment avec Québec, Lévis et Trois-Rivières, étant donné qu'il y a beaucoup d'îlots de chaleur, justement. Donc, on cherche à vraiment rafraîchir les villes par ces actions-là. Donc, dans les 3 villes, on travaille avec les CHSLD et aussi les HLM. Donc, HLM pour personnes âgées qui proviennent des offices municipaux d'habitation, donc de ces 3 villes-là. Et puis, en ce moment, donc dans le projet Ginkgo, on a 5 projets qui sont actifs et on vise un total de 9 projets au total. Donc, c'est vraiment 5 établissements en ce moment qui sont sur les rails. Donc, on travaille avec le CHSLD de Christ-Roi, qui est dans la ville de Québec.
On travaille avec l'HLM Habitation Bellevue, qui est à Trois-Rivières, l'HLM Paul-Eugène-Roy, qui se trouve à Québec aussi. On a le CHSLD de Loretteville, qui fait partie du CIUS de la capitale nationale aussi. Et puis, on a le CHSLD Cloutier, donc, qui est à Trois-Rivières, avec le CIUS de Chaudière-Appalaches. Et puis, donc, dans ces 5 projets-là, en ce moment, on voit déjà qu'il y a plus de 307 participants là, qu'on a pu mobiliser. Donc, autant des personnes aînées que justement que des proches aidants, des employés qui prennent part au projet avec nous et puis qui font partie des comités de projet pour développer ces projets-là finalement. On a aussi à peu près une quinzaine d'organismes avoisinants qui sont impliqués. On a plus de 5 écoles de centres jeunesse et de maisons des jeunes qui prennent part à ces différents projets-là. Et puis, on prévoit la plantation d'un minimum là, de 99 arbres pour les projets en cours et certainement plus. Donc, on peut passer au prochain. Encore ici, pour donner un petit peu plus de détails là, vraiment sur les étapes clés de notre processus de co-création. On passe par 3 phases qui sont importantes. Donc, on a le diagnostic du milieu, où est-ce qu'on essaie vraiment ensemble, donc de sensibiliser sur le verdissement urbain, mais aussi vraiment de comprendre le lieu par des marches exploratoires. Donc, on vient vraiment s'investir dans les milieux pour explorer, prendre des notes, comprendre quels sont les irritants, quels sont les potentiels du lieu, comment envisager vraiment des interventions qui vont encourager l'usage des espaces extérieurs. Ensuite de ça, on passe vraiment en atelier de design participatif qu'on appelle. Donc là, c'est tout le temps très, très excitant ces moments-là. Donc, on imprime des grandes cartes des milieux dans lesquels on intervient. Et puis, ensemble, donc, avec le comité de projet, on rêve d'un îlot de fraîcheur et de vie. Donc, on lance des idées, on dessine sur carte vraiment des types d'interventions qu'on croit qui seraient les plus intéressantes et qui répondraient vraiment aux besoins en termes de déplacement, en termes de couvert végétal, en termes d'ombrage, et puis tout ce qui suscite les sens finalement. Donc, on questionne les odeurs, les couleurs, les sons, les textures. Ce qu'on veut, c'est de rendre ces lieux-là vraiment attrayants, vivants et qui donnent le goût d'aller passer du temps dehors, même en hiver, ce qui est des fois assez compliqué. Donc, c'est des beaux défis. Et puis, donc, on a cette phase-là vraiment de design, des fois qui va jusqu'à 2 ou 3 ateliers. Et puis, finalement, on fait l'atelier vraiment de plantation et d'inauguration avec la communauté. Donc, des fois, ça demande de préparer des plans pour la plantation ou sinon vraiment de prendre part littéralement à certains types de travaux qui le permettent. Et finalement, ben, c'est vraiment d'inaugurer le nouvel espace qui est créé. Donc, ensemble, on crée des événements locaux pour célébrer un peu cette transformation-là du milieu et la venue d'arbres d'une plus grande biodiversité pour le secteur. Donc, on peut passer à la prochaine. En ce moment, on a beaucoup de partenaires institutionnels qui font partie du projet. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement, en fait, vraiment. Comme je disais un petit peu plus tôt, on travaille avec l'Institut national de santé publique qui encourage énormément ce projet-là avec des très grandes contributions. On a aussi le Fonds du Grand Mouvement Desjardins qui nous appuie très, très fortement. Donc, on ne pourrait pas réaliser ce projet-là sans ces 2 institutions-là qui sont vraiment qui sont des investisseurs majeurs avec nous. On a la Ville de Québec qui encourage énormément de nos projets aussi. Et on travaille en collaboration étroite avec le Conseil régional en environnement, par exemple la capitale nationale. On travaille avec leur programme aussi Ville Éponge qui vise à faire une meilleure gestion des eaux pluviales en milieu urbain. On travaille avec l'Université Laval qui permet de bien étudier aussi les processus qu'on met en place et les projets, les retombées de nos projets. Donc, souvent, c'est par exemple des études des impacts sur la santé, des EIS qu'on appelle. On travaille aussi avec la Ruche Vanille, donc, qui est un organisme qui permet vraiment de s'investir vraiment en développement de verdissement urbain. Et puis, on a aussi Vitam, qui est un laboratoire de recherche en santé environnementale qui nous accompagne. Donc, c'est vraiment... et il y en a beaucoup d'autres aussi, des partenariats qui sont en développement en ce moment. Donc, c'est seulement pour donner une petite idée déjà
de grands partenaires à ce projet-là qui appuient et qui nous supportent grandement là, vers la réalisation de la grande visée du projet. Alors, comme on peut l'imaginer, ben, ça nous fait, pour moi, c'est un immense plaisir d'être ici ce soir et de vous présenter ces projets-là, surtout dans l'optique de cette marche-là qui se développe, tu sais, le 1er octobre. Et donc, je pense qu'on voit vraiment tout le potentiel de se rassembler pour cette cause-là et finalement de partager ensemble vraiment un événement qui vise à faire en sorte que nos villes soient plus comment dire, ajustées, tu sais, et qui amènent de la qualité vraiment à nos vies par des infrastructures, mais aussi par des événements et des façons de vivre notre ville ensemble, tu sais. Et donc, c'est de voir la ville un peu comme une plateforme d'échange vers des transformations positives, en fait, et non seulement comme une structure qui est fixe et immuable, mais je pense qu'on a un désir de se voir vraiment, de voir la ville comme une structure en transformation et cette transformation, eh bien, on doit la faire ensemble, tu sais. Et c'est donc un peu là l'idée de cette marche-là, je crois. Pour nous, c'est tellement important d'y être et de promouvoir ces projets-là parce que d'une certaine manière, de marcher ensemble, ben, c'est d'agir tous ensemble aussi pour des villes qui sont vivantes et qui ont à cœur notre vieillissement et notre bien-être à toutes les étapes de nos vies, là. Donc, c'est, je crois, ce qui nous motive le plus à collaborer avec un et un Fonds 1000 et le Forum Habitat et d'être ici ce soir pour vous présenter ce projet-là. Donc, c'est un très grand plaisir. Merci beaucoup de votre écoute. Ça fait le tour de ma petite présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Samuel. Moi, ce que je retiens aussi de ta présentation, c'est que finalement, Nature Québec comme habitat est vraiment animé par cette conviction que c'est les citoyens et citoyennes qui détiennent les idées, les solutions pour répondre aux différents enjeux. Hein. On l'a vu quand tu nous présentes une démarche très, très participative en co-création. Moi, ça m'a comme tout de suite... je comprends pourquoi il y a cette création de lien qui se fait entre Habitat et Nature Québec, là. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce qu'il y avait des questions de clarification? Donc, est-ce que vous voulez avoir un petit peu plus d'informations ou est-ce qu'il y a des choses que Samuel a dites qui ont besoin d'être clarifiées pour vous? On aurait quelques petites minutes là, s'il y a des gens qui ont des questions. Je te laisse la parole tout de suite après, Louise. Je peux déjà te communiquer une question, Soraya, qui a été posée dans le chat, qui était, Samuel, on demande comment se traduit la cohabitation dans les espaces l'hiver. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre réflexion? Absolument. Merci de la question. C'est des problématiques qui sont difficiles, effectivement. Justement, on procédait là, il y a à peu près un mois ou un peu plus de 2 mois à notre dernière table de concertation qui portait exactement sur ce sujet-là, donc sur comment habiter nos lieux extérieurs l'hiver, comment mieux adapter vraiment nos lieux extérieurs l'hiver. Et puis, il y a beaucoup d'informations, en fait, qu'on a découvert à travers cette table de concertation-là, à la fois par des experts du milieu de la santé ou par vraiment des experts de vécu, donc des proches aidants, des familles, des personnes aînées qui voient vraiment sur le terrain comment est-ce qu'on peut mieux adapter. Donc, il y a des stratégies, il y a des solutions. C'est sûr qu'à la fois, il y a des questions qui sont vraiment d'ordre physique et matériel. Donc, tu sais, comment diminuer comment favoriser le déplacement, par exemple en évitant la glace, les surfaces non déneigées, le froid. Donc, il y a vraiment toutes ces questions-là, mais il y a aussi les questions d'ordre un petit peu plus émotionnel, voire même psychologique, de comment est-ce qu'on se raconte l'hiver aussi, comment est-ce qu'on s'encourage à passer du temps et à apprécier l'hiver malgré qu'il fait froid. Donc, c'est un peu ces deux spectrum-là qu'on trouve qui sont vraiment intéressants à questionner. Mais c'est certain que nous, dans nos projets, on vise à favoriser au moins que les sentiers soient déblayés, qu'on aille vraiment une panoplie d'outils matériels qui favorisent le déplacement
Ça peut aller vraiment par différents types d'infrastructures, là. Donc, on a les conditions difficiles au Québec, donc il faut en prendre compte, mais il faut surtout travailler avec ces contraintes-là pour se permettre d'être dehors et de l'apprécier. Donc, s'il y a d'autres, c'est sûr que je pourrais répondre de manière beaucoup plus étoffée, mais pour l'instant, je pense que je devrais me limiter à ça, là. Merci. Merci. Louise? Oui, bonjour. Comment nous, en tant que citoyennes et citoyens, on peut aller chercher vos services? Par quelle voie on pourrait, comme est-ce que c'est la ville où j'habite, l'arrondissement? Est-ce que c'est des propriétaires d'endroits ou comment ça marche? Effectivement, bonsoir Louise, merci beaucoup pour Bonsoir. la question. Euh, En fait, on fonctionne beaucoup vraiment par milieu. Donc, la bonne façon de nous approcher, c'est vraiment en ayant un milieu qui a une opportunité vraiment de verdissement ou qui a déjà une démarche relativement entamée vers un projet. Donc, c'est vraiment, étant donné comme on s'investit vraiment dans différents types là, d'organisations, en comptant des écoles, des établissements de santé, des municipalités, c'est tout le temps vraiment la question, c'est quel est le lieu, quelle est l'organisation déjà existante et quelle est la volonté aussi du milieu à recevoir un projet par Nature Québec. Et puis à ce moment-là, donc, il y a différentes façons de jongler avec ces réalités-là. Mais c'est certain que dès qu'il y a un milieu avec une opportunité, avec une volonté, à ce moment-là, il suffit vraiment simplement de nous contacter par courriel ou par téléphone. Et puis, on discute donc des opportunités. Donc, c'est vraiment comme ça. Ouais, OK, merci. ça fait plaisir. Merci beaucoup, Louise. Donc, Samuel, si je comprends bien, c'est peut-être moins des groupes de citoyens qui vous approchent plus que justement les institutions dont tu parlais, là, c'est ça? Ça pourrait vraiment être des groupes citoyens aussi. Tout dépend vraiment, en fait, du type de projet dans lequel on peut accompagner. Donc, c'est certain que si les projets de verdissement sont vraiment très, comment dire, géolocalisés, donc c'est vraiment une question de dans quel milieu est-ce qu'on va intervenir vraiment physiquement, mais aussi collectivement. Donc, si, par exemple, il y a un collectif, on est ouvert aussi s'il y a des collectifs, par exemple, de citoyens qui ont des bonnes idées, qui aimeraient partager des idées avec nous. On est à l'écoute aussi, puis on aime ça vraiment jongler avec des nouvelles idées. Donc, même s'il n'y a pas nécessairement un projet spécifique à un endroit spécifique, la discussion est toujours ouverte, là. Donc, OK. Puis je vois dans le chat que quelqu'un demandait si, en fait, qui est responsable d'entretenir ces espaces-là après leur déploiement ou après la création, si on peut dire, là. Est-ce que c'est les institutions qui les accueillent ou vous avez un rôle à jouer dans l'après? Oui, c'est une très bonne question. L'entretien est extrêmement important, effectivement, surtout quand on parle de végétaux. On le sait très bien, c'est pas si facile de conserver des plantes bien vivantes et qui s'épanouissent. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que dans nos budgets vraiment de réalisation, on inclut tout le temps une portion de budget qui est destinée à un entretien sur au moins 5 ans. Donc, par ça, on s'assure vraiment qu'au moins la plantation des arbres et de nouveaux végétaux en début vraiment de projet, ils sont toujours plus à risque là, vraiment dans leur implantation dans le secteur. Donc, on s'assure vraiment qu'il y a une bonne santé qui est prise en compte là, au début du projet. Souvent, on fonctionne aussi en développant des comités d'entretien pour la suite, par exemple en HLM, souvent par le comité de projet qu'on a créé, par la communauté qui s'investit dans le projet. Mais là, on va trouver des gens qui, eux, ça les intéresse de prendre soin d'arroser, d'aller faire des récoltes de fruits, par exemple, à l'automne, ou de s'en occuper. Donc, tu sais, c'est des activités de jardinage qu'on aime beaucoup faire et on sait aussi qu'il y a énormément on en retire beaucoup de bénéfices sur la santé physique et mentale. Le jardinage est une activité qui est démontrée comme ayant beaucoup de bénéfices. Donc, au niveau social aussi. Donc, on essaie vraiment d'implanter ces activités-là et de trouver des comités à qui ça les intéresse, de la communauté locale. Donc, ça ressemble surtout à ça, vraiment, nos méthodes pour favoriser l'entretien. Ouais. Super, merci. Puis je vais prendre une petite dernière question de Colette.
Ah, Colette, on ne vous entend pas, par exemple. Bonjour. Je voulais savoir si, compte tenu de l'importance justement du verdissement, si actuellement il y a des pressions qui se font pour que quand il y a des habitations pour personnes âgées qui sont bâties ou même pour les... En tout cas, que ce ne soit pas fait après que le bâti s'est fait, mais que ce soit pensé. Est-ce qu'il y a des pressions qui sont faites pour que ce soit pensé que quand tu bâtis, tu penses tout de suite au jardin à côté ou tu penses toujours à, à l'importance? Parce que là, on dirait que c'est comme, vu qu'il n'y en a pas, il faut en faire, mais on pourrait-tu avoir des pressions pour que ce soit en même temps qu'on bâtit, qu'on pense au verdissement tout autour? Est-ce qu'il y a comme des pressions qui se font ou des ententes? Parce que finalement, ça pourrait aller avec la construction même. Merci beaucoup pour votre question, Colette. Bonsoir aussi. C'est très apprécié. Et puis, écoute, ça me rejoint énormément, cette question-là. Je vous dirais, s'il y a des pressions qui se font, j'en suis un des principaux responsables. Okay. C'est que vraiment, pour moi, ça me tient énormément à cœur, cette question-là, justement, de concevoir. Les milieux extérieurs devraient être réfléchis de manière simultanée au milieu intérieur, en fait, vraiment et puis, c'est que souvent, on considère les zones extérieures comme étant secondaires ou de moins grande importance. Et puis, et on voit aussi vraiment souvent cette rupture-là entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est comme si le dialogue n'est pas tout à fait ouvert vraiment entre les milieux extérieurs et intérieurs. Moi, c'est une question qui me tient beaucoup à cœur et on la promouvoit vraiment. Par exemple, dans tous les projets des maisons des aînés ou avec des nouvelles constructions, par exemple de CHSLD ou d'habitation, ce serait difficile de mettre des pressions à proprement dit, mais je pense que c'est tranquillement, on voit une évolution dans la mentalité, dans la conception des milieux de vie. Donc, tranquillement, en s'inspirant à l'international, on voit vraiment des exemples extraordinaires d'endroits dans le monde où est-ce que cette connectivité-là entre l'intérieur et l'extérieur est très forte et qu'on voit vraiment la qualité des milieux extérieurs. Donc, on en est là. Ça l'évolue tranquillement, mais ça l'évolue. Et puis, je pense que plus que la science est avec nous à ce niveau-là sur l'importance des milieux extérieurs, plus que ça va aller vite. Donc, c'est pour ça qu'on travaille de pair vraiment avec des laboratoires de recherche scientifiques pour vraiment démontrer les bienfaits des milieux extérieurs. Là. Donc, j'espère que ça répond un petit peu, Colette. On aimerait que ça avance plus vite encore, mais il y a des petits avancements qui se passent. Ouais. Ouais, parce que en fait, je dis ça parce que finalement, quand moi je visite des amis qui sont en RPA, la première chose qu'ils me disent, c'est veux-tu m'amener dehors? Puis, y a-tu un petit bout de jardin? On peut-tu aller s'asseoir en dessous d'un arbre? C'est comme la demande qui est toujours sollicitée. Fait que je me dis, mais comment c'est ça qu'on pense pas à ça en premier? Même des gens m'ont dit, mais j'habite ici parce qu'il y a une cour arrière. Tu sais. Je vais me permettre de prendre la balle au bon parce qu'il y a quand même, on ne veut pas vous garder plus longtemps que ce qui est prévu. La rencontre doit se terminer autour de 19h30. On a prévu un court échange entre Samuel, moi et potentiellement d'autres questions du public, mais je vais me permettre, Colette, de saisir la balle au bon et de continuer un peu la réflexion que Samuel apportait pour commencer l'échange entre lui, moi et l'ensemble des gens ce soir, que j'ai l'impression que là où on a tout de suite senti avec les gens de Nature Québec et un Fonds 1000 une fraternité de pensée, puis une fraternité de façon d'agir, c'est que moi, ce que je perçois, c'est que les 5 prototypes sur lesquels Nature Québec est en train de travailler vont devenir un moyen de faire de la pression. C'est-à-dire qu'on va dire, bien, regardez, ça fonctionne, regardez, ça change la vie des gens, regardez, ils sont plus en santé, etc., etc. Comme nous, avec les interforums, on se propose de créer des groupes de gens qui créent des solutions à plus petite échelle, peut-être, ou dans une région bien spécifique, mais on pourra se retourner vers les autorités puis les institutions pour dire, bien, regardez, ça marche, on peut créer des solutions. Donc, je constate encore là, la fraternité, c'est le mot qui me vient dans la façon de concevoir
la façon de mieux réfléchir les habitats. L'autre affaire qui me frappe, et je pense que les gens qui nous suivent depuis longtemps vont être d'accord, c'est qu'on a conçu dès le départ dans la question « Comment voulons-nous habiter notre vieillesse ?» en concevant les 3 milieux. Donc, nous et nous-mêmes, le lieu où on vit, le lieu où l'on vit, ce que tu appelles l'intérieur, Samuel, puis le lieu extérieur, la municipalité. Il y avait une question autour de la ruralité, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, Samuel. Mais ma première question pour toi, parce qu'on s'en va vers une réflexion autour de comment ça se fait qu'on peut sortir de nos silos, puis comment ça se fait qu'on peut arrêter de voir les choses dans une seule avenue. Pourquoi pour Nature Québec, et peut-être que tu y as déjà un peu répondu, mais je suis quand même curieux, pourquoi pour Nature Québec, la notion de co-création s'est imposée? Le fait puis pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette façon de travailler-là, Samuel l'a bien expliqué, hein? On assemble des gens, on les met ensemble, on fait un processus de réflexion comme dans les interforums, mais pourquoi pour vous, ça s'est imposé comme une façon de faire? C'est une super belle question. Merci beaucoup, François. Elle s'est imposée parce que c'est la seule façon vraiment de s'assurer que nos projets répondent réellement aux besoins des gens de la communauté locale. Et on peut proposer des projets qui, finalement, qui veulent bien répondre à des besoins, mais si on ne consulte pas et qu'on n'est pas vraiment sur le terrain avec les gens qui y habitent et qui vont vivre cet espace-là ensemble, il nous manque beaucoup d'informations. Et c'est les personnes du milieu de cette localité-là qui peuvent vraiment nous donner ce vécu-là. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et c'est par la discussion, justement, comme je disais, c'est par la marche, c'est par le fait d'être sur le lieu qu'on le comprend d'une autre façon. Et puis, à vol d'oiseau, par exemple, ou dans une étude rapide là, du milieu, en venant prendre des notes sans consulter vraiment les gens qui l'habitent, on manque une dimension immense et qui est celle de comment est-ce qu'on l'habite ensemble et comment est-ce qu'on évolue dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que vraiment la co-création est tellement importante pour nous parce que c'est vraiment de venir rentrer en harmonie avec les gens qui y vivent, et de comprendre vraiment profondément c'est quoi les besoins et c'est quoi les désirs aussi, qu'est-ce qui améliorerait le quotidien, parce qu'on peut faire tellement de types d'interventions, mais on veut être certain de bien choisir nos axes pour intervenir. Donc, c'est vraiment c'est un rapprochement avec le milieu et c'est un rapprochement avec les gens qui y habitent. Et c'est aussi une opportunité d'écouter les histoires et de se retrouver en proximité avec ces gens-là et de comprendre vraiment leur quotidien ressemble à quoi. Et puis, et on a des histoires tellement touchantes, vraiment. On a eu beaucoup, beaucoup d'histoires extrêmement touchantes de gens qui s'ouvrent à nous, qui nous expliquent leur quotidien, qui nous expliquent des drames qu'ils ont vécu ou des moments de joie qu'ils ont vécu. Et puis, et ça nous nourrit énormément. Donc, il y a une belle profondeur et on touche une corde très sensible en se rapprochant des gens comme ça. Puis, encore là, tu n'as pas besoin de me vendre cette idée-là parce que c'est ce qui a été le point d'allumage de tout le mouvement Habitat et de la réflexion qu'on fait avec un Fonds 1000 et autant par les œuvres que par le mouvement d'innovation sociale, ce qu'on appelle l'innovation sociale. Puis là, j'ai le goût de t'amener, Samuel, tu parles on crée un espace, on l'investit, on le regarde, on est en relation avec, c'est central dans toutes nos activités, autant à un Fonds 1000 que chez vous. Mais j'ai le goût de te parler de comment on apporte, comment on fait grandir ce lien intime-là, cette écoute-là qu'on a faite. Vous l'avez démontré avec le projet Ginkgo, mais j'aimerais ça que tu me parles maintenant de la notion de solidarité associative, parce que pour moi, c'était comme une nouvelle façon de nommer ce qu'on fait, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer comment on met en lien des gens qui ne se parlent pas d'habitude, puis comment, comme le soulignait Soraya au début, comment on fait en sorte que des gens qui ne sont pas
aîné ou du milieu aîné aide à bonifier la qualité de vie de ces humains vieillissants-là que nous deviendrons tous. Fait que c'est quoi pour toi, comment tu parlerais de ça, toi, la solidarité associative, puis pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Je commencerai par la deuxième question, je pense. Pourquoi c'est si important? À notre avis, à mon avis, ça me semble être absolument fondamental pour la vie en société, étant donné on est on divise les âges par un chiffre, par des chiffres, par des paramètres là, qui sont un peu établis socialement, mais on va se le dire sincèrement, je pense qu'on le vit tous en vieillissant. On se rend compte qu'on a encore un cœur très jeune, tu sais, et puis à peu importe l'âge, j'ai l'impression, tu sais, on l'entend constamment de ah, on a beau être vieux, mais on garde un cœur jeune et on a l'impression souvent, je pense que on garde cette jeunesse-là en veille, tu sais, et puis ces rencontres-là, je crois elles sont fondamentales parce que ça permet d'ouvrir le dialogue entre des générations et de favoriser même le partage aussi d'expériences, de connaissances qui est tellement important. Et puis, je pense au niveau vraiment émotionnel aussi de s'écouter et puis de partager, tu sais, vraiment la vie, Ouais. des différentes perspectives qu'on a. Je pense qu'on a tellement de choses à apprendre des différentes générations, tu sais, du fait qu'il y a tellement de belles expériences qui sont vécues, tu sais, à travers l'âge, mais il y a aussi une préciosité dans la jeunesse, tu sais, et dans la fougue de la jeunesse, je trouve. Et puis, donc, c'est ce partage-là des différentes énergies entre jeunes, moins jeunes, vieux, moins vieux, que je trouve que c'est un partage qui est d'une richesse exceptionnelle. Et puis, je crois que comment est-ce qu'on l'orchestre, en fait? Je trouve que ça vient très naturellement. Quand c'est des lieux, c'est surtout, je pense, quand c'est des lieux qui vont être utilisés par différents types de personnes, différents types d'âge, de population, si vraiment on ouvre la question et on invite, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a participation sans même qu'on force les choses. Donc, vraiment, si c'est un lieu qui permet cette cohabitation-là, eh bien, les gens, ça les intéresse. Et Ouais. puis, j'ai eu tellement de belles exemples de rencontres comme ça, de groupes de jeunes, par exemple, qui se retrouvaient à regarder un groupe de personnes aînées jouer à la pétanque et qui les encourageaient et qui, j'ai été, ça m'a ému, vraiment, de voir à quel point il y avait ce désir-là de juste d'être là et de les regarder, de les encourager. Et puis, dans chacun de nos projets, on le remarque, il y a une volonté de participer. Et puis, il suffit de donner l'occasion, on dirait, et d'inviter. Donc, c'est... Fait que c'est comme ça, en fait, que tu décrirais là, ce qu'on appelait de façon plus intellectuelle la solidarité associative. C'est que si on crée un espace, si on crée des liens entre des gens qui ne se parlent pas habituellement, ben, ça permet des rencontres, puis ça permet l'émergence de faire naître des idées auxquelles on ne pensait pas avant, puis de donner une place pour des témoignages, pour de l'implication, puis de la mobilisation. Diane Côté, dernière question très rapidement avant que je repasse la parole à Soraya qui va animer la partie d'atelier où tout le monde sera impliqué. Allô, Diane? Ça va? Oui, ça va bien. C'est plus un témoignage sur je vis le prototype que Samuel nous propose aujourd'hui, je le vis déjà avec mon café des aînés sous la tente, dans le parc du village, à côté des jeux d'eau, à côté de la toilette publique, ce qui fait qu'on se ramasse là, que les aînés viennent, s'assoient, on s'installe, on déplie les tables de pique-nique, je sers le café, et puis là, tout le monde se mêle à nous autres. Les mamans qui viennent avec leurs petits bébés pour les bercer, les autres qui jouent dans les jeux d'eau, les passants qui passent pour arrêter aux toilettes. On vit ça là, sous les arbres, beau temps, mauvais temps. Ils viennent malgré la pluie. Il y a des aînés qui me disent « Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu la pluie me tomber dessus, mais on est sous la tente. » Alors, ils adorent ça.
se rapprocher de la nature, là, c'est un bienfait pour tout le monde et encore plus pour les aînés. Merci, Diane. Diane est un exemple, hein, pour moi, comme beaucoup d'entre vous qui êtes là ce soir, là, de gens qui s'impliquent, qui se mobilisent, puis un peu comme le fait Nature Québec avec les espaces qui sont en train de créer, là, les 5 prototypes qui sont en train de créer, puis les activités que le mouvement Habitat met de l'avant, mais beaucoup d'autres de nos partenaires vont mettre de l'avant. C'est exactement ce que tu décris, Diane, c'est exactement ce que toi, tu as décrit à travers les activités de Nature Québec puis le projet Ginkgo, que quand on crée un espace, quand on crée des liens entre des gens, là, je répète la même chose, mais c'est vraiment mon moteur entre des gens qui ne se parlent pas habituellement ou qu'on a tendance à ne pas se dire « Hey, qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus? » que des idées peuvent émerger. C'est exactement, il y a une grande question dans le chat. Je pense que Théophile va être plus en mesure de répondre à cette question, particulièrement autour de la marche, parce que là, on doit passer à la partie d'atelier qui va impliquer tout le monde. Puis ça nous fera plaisir de vous répondre, là, Madame Néglé, j'espère que je dis bien votre nom. Alors, je repasse la parole à Soraya qui va nous parler de cette période de travail en commun pour essayer de se demander, et je la laisse l'idée tout ça, qui est-ce qu'on peut inviter? Quels sont les organismes qui pourraient s'impliquer pour faire grandir le mouvement de la marche du 1er octobre qui est organisée par le mouvement Habitat? Alors, je te cède la parole, Soraya. Oui, merci François. Puis si je peux me permettre, juste avant qu'on se lance dans cette section-là, mini question pour toi, Samuel. C'était dans le chat, puis je pense que c'est quand même une question qui revient souvent. Tu sais, la question de la ruralité. Est-ce que c'est juste des projets qui s'adressent à des milieux plus urbains? Je ne sais pas si tu peux répondre comme très rapidement pour assouvir la curiosité de la personne. Très, très rapidement, effectivement. En ce moment, Nature Québec veut bien s'investir dans tous les milieux, en fait. C'est vraiment une question de... En ce moment, le projet Ginkgo, malheureusement, en fait, vise très spécifiquement les milieux d'îlots de chaleur. Donc, c'est vraiment notre mission en ce moment par le projet Ginkgo. On aimerait vraiment contribuer aussi à d'autres milieux qui s'éloignent un peu plus des centres-villes. Mais cette mission-là, donc, qui nous provient vraiment de l'Institut national de santé publique, c'est d'aller à l'endroit un peu d'hémorragie, où est-ce qu'on a des cœurs de chaleur en milieu urbain. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment ces milieux-là qu'on cible. C'est dommage parce qu'il y a tellement d'autres belles opportunités de projets, mais on doit concentrer nos efforts en ce moment. Donc, voilà. Super, merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Donc, on plonge, on se tourne vers vous. On a environ une quinzaine de minutes pour vous entendre. Et comme François vous le disait tout à l'heure, là, ce qu'on a envie de savoir, c'est suite à de la discussion qui vient de se tenir, on a parlé justement de solidarité à créer, on a parlé d'aller vers des organismes justement qui ne sont pas nécessairement étiquetés aînés, puis qu'est-ce que ça pouvait permettre de créer en fait ces alliances-là. Mais vous, de votre côté, quelle solidarité vous pensez qu'il y a à créer? Vers quel secteur on devrait se tourner? Puis là, je vous invite, Louise, levez votre main en sachant qu'on a quand même juste une vingtaine de minutes pour cet échange. Donc, soyez le plus possible concise dans vos réponses. Donc, vas-y, Louise. Intergénération Québec. OK. Intergénération Québec, je sais que l'équipe est déjà en contact avec cet organisme. Est-ce que tu avais une autre... Ils vont marcher avec nous? On sait François? Moi, je voulais juste te dire, Louise, qu'on les a contactés. Puis je pense que si on va vous inviter à la fin, ce sera une de nos invitations pour voir comment vous avez envie de vous impliquer puis stimuler. Si tu peux leur écrire puis leur dire « Hey, moi, je vais marcher. Je sais que vous parlez à Théophile, mais je pense que c'est vraiment important que vous soyez là. Ça va aider à repartir la conversation. On est en vacances et tout ça. Donc, si tu peux te faire une émissaire, je pense que ce serait une bonne chose. OK, c'est possible. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Donc, ça peut être soit des organismes précis, là, comme Louise vient de faire, ou ça peut être des secteurs. Vous vous dites, il me semble qu'il y aurait vraiment des solidarités à créer, je vous dis n'importe quoi, avec les organismes qui travaillent en sécurité alimentaire ou les organismes qui travaillent en sport et loisirs. Qu'est-ce qui vous vient en tête là, quand on dit
vers qui on devrait se tourner, vers quel secteur? Oui, Marie. Oui, ben, c'est une idée comme ça. Moi, je contacterais la Maison de la photo de Québec. OK. Comment ça? Parce que je pense qu'il y a des photographes qui seraient intéressés à documenter, à participer à un événement comme celui-là, à sa deuxième édition, à créer des archives. Bon, je sais qu'il y a une certaine problématique là, de photographier des gens. Bon, là, je ne sais pas comment contourner ça, ça serait en leur demandant, mais en demandant là, aux membres. Mais il me semble que oui, il y aurait quelque chose là à étoffer de matériel documentaire, de photos. Tu sais, c'est quand même un mouvement là, qui prend forme, qui prend vie, tout ça. Alors moi, je verrai s'il y a de l'intérêt, puis je pense que ça serait intéressant pour le mouvement. Super, merci Marie. Donc, des gens qui pourraient nous aider à garder des traces. Excellent. Marie-France? Oui, bonjour. Bon, moi, je suis nouvelle à Châteauguay et puis c'est ma deuxième fois que je vous écoute, donc laissez-moi le temps d'apprendre. Et je vais aller au conseil municipal la semaine prochaine. J'essaye d'en parler un petit peu. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait m'aider pour en parler plus, puis pour avoir plus d'informations. Puis est-ce que c'est une bonne idée d'abord? Très certainement. Puis il y a quand même du matériel que Théophile Bégin, on va redonner son adresse à la fin de cette rencontre, pourrait vous fournir. Là. François, as-tu plus de détails là-dessus? Bien, j'allais justement dire que le meilleur moyen de créer le contact, Marie-France, c'est d'entrer d'écrire à Théophile, dont on va donner l'adresse, comme a dit Soraya, parce qu'il y aura un kit, si on veut dire, de préparation avec des arguments, avec les grandes lignes de nos messages et tout ça. Puis il y aura même une façon de vous inciter à créer votre propre événement si vous ne pouvez pas ou si vous préférez créer un événement dans votre ville, dans votre région. Bien, il y aura une invitation à le faire et ça s'inscrirait dans les activités du mouvement Habitat. Donc, c'est Théophile qui va pouvoir vous donner de l'information très bientôt là-dessus. Je vais vous parler de tout ça plus tard dans la soirée de ce soir. Je vous adore tous. Merci Marie-France, en tout cas, d'être avec nous. On est un peu heureuse de vous compter parmi nous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Si vous ne voulez pas prendre la parole, là, vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. Donc, quel organisme qui ne sont pas du milieu aîné devrait rejoindre nos rangs? Claire? Oui, en fait, je pensais à tous les organismes et regroupements familles. Il me semble que ces gens-là pourraient avoir une sympathie plus facile, plus spontanée. On a tous eu ou on aura tous des personnes aînées dans nos familles. On le sera tôt ou tard. Il me semble que déjà de créer ce pont avec les familles, ça mettrait la table à beaucoup de collaborations dans le futur sur différents projets. Les organismes femmes aussi, qui ne sont pas tagués jeunes femmes, hein, les maisons des femmes et tout ça. Il y a des femmes de tous âges qui se présentent là. J'irais spontanément là, vers les regroupements aussi qui ont déjà des banques de données de diffusion de leurs membres et tout ça. Donc, si on veut sortir des organismes tagués aînés, là, après on peut faire des ponts partout presque avec les aînés. Puis après, j'aviserais des regroupements comme l'Union des municipalités du Québec, la Fédération des municipalités du Québec. Après, on peut trier les petites et plus grandes municipalités, mais je pense que d'envoyer ça at large, les gens vont s'approprier ou pas l'événement pour faire quelque chose avec localement ou régionalement. Donc, plus de se tourner vers des organismes qui sont à l'échelle nationale. Bien, à tout le moins provincial, puis avec la famille, il me semble que on ouvre un pan de développement de cet événement-là qui pourrait devenir de plus en plus gros d'année en année, simplement par la sympathie des membres de famille.
OK, super. Merci beaucoup, Claire. En Plaisir. passant, toutes vos suggestions sont prises, sont gardées par Théophile. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Je sais j'ai vu Colette, puis ça va être Suzanne ensuite. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être inviter les étudiants, que ce soit de niveau secondaire ou de niveau cégep, mais plus particulièrement les étudiants qui sont en soins de santé ou qui sont en service social. Il y a quand même plusieurs cours. Ces gens-là vont aller travailler avec la population. Ils pourraient d'abord se mêler à la population et aussi on pourrait penser à eux si on a besoin d'aide au niveau de sécurité ou d'encadrement quelconque. Parce que nous autres, on ne va pas se retrouver à manquer de gens pour la sécurité quand même. Là. C'est une farce. Merci à l'actualité. Merci, Colette. Super. C'était à Suzanne. Alors, bonjour. Alors, moi, je pensais à la Corderie, qui est quand même un organisme provincial, qui en a un peu partout, et le Centre de santé des femmes. Et disons que l'UQTR à Trois-Rivières ont des départements justement pour une recherche sur les aînés. Et ils ont aussi l'Université du troisième âge. Alors, ils ont un intérêt. Alors, ma question serait, est-ce que c'est possible qu'il y aurait une lettre qui serait prête à envoyer à tous les organismes qu'on pense et qu'on a juste à changer un mot ou deux pour la personnaliser, pour que ce soit plus facile à inviter les gens? Absolument, Suzanne. Bon point, c'est en cours de production, si je peux dire. Là, comme disait François tout à l'heure, il y a un kit qui va être créé, un kit de diffusion, de promotion pour justement rendre ça très, très facile de mobiliser autour de vous puis de faire éventuellement des approches auprès d'organismes. Théophile pourra vous en dire plus à la fin de la rencontre. Merci. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci. Je vois aussi d'autres organismes qui sont nommés dans le chat. Là, donc, on vous voit, l'appui pour les proches aidants, des organismes de collectifs citoyens comme Solon. On est déjà en contact avec eux. Le milieu ethnoculturel de Montréal, la Maison de l'innovation sociale, Action 50. Merci beaucoup. Marilyn? Oui, excuse-moi, je n'étais pas prête parce que je voyais que Diane avait levé sa main avant moi, c'est pour ça. Tant qu'à être, je vais y aller. Je fais 10 pouces un peu sur ce que François a écrit, l'appui pour les prochains aidants. L'appui, c'est au niveau comme régional, justement, provincial. Ils vont référer vers les organismes au niveau, par exemple, de la ville où vous habitez. Donc, tous les organismes, justement, qui œuvrent auprès des proches aidants. Mais pour aller plus loin, je rajouterais Proche Aidance Québec. Eux, vraiment, pour comparer qu'est-ce qu'ils font à la place de l'appui, eux, vraiment, ils vont aller défendre comme les intérêts des proches aidants, mais des organismes de proches aidants. Puis, ils vont souvent aller mettre du poids puis se mêler des dossiers politiques. Donc, je pense que ça serait un avantage là, quand même de les contacter aussi. Super, merci Marilyn. Désolée, Diane, je n'avais pas vu votre main. Donc, ça va être à vous. Tu as les différentes associations, entre autres l'Association des infirmières retraitées du Québec. Tu as aussi l'Association des retraités en enseignement, des retraités dans la fonction publique. Puis je pensais aussi, tous les syndicats là, qui sont actifs actuellement, je pensais aussi aux pharmacies. On est une clientèle... grande clientèle des différentes pharmacies, n'importe quelle pharmacie du Québec, là, qu'est-ce qu'on voit quand on attend nos médicaments? C'est beaucoup d'aînés, tu sais. Fait que c'est ce que je pensais, là. L'Association des infirmières retraitées, ils sont assez actives. Moi, je les connais parce que je suis une ex-infirmière, mais les retraités aussi de la fonction publique, de l'enseignement, c'est des regroupements, ça, actuellement, là, qu'on pourrait rejoindre et qui ne sont pas nécessairement avec d'autres aînés, je pense.
Parfait. Puis on prend vos noms aussi, là, parce que si vous avez des contacts directs, bien sûr, on serait éventuellement preneur, preneuse, ou si vous êtes intéressé vous-même à faire le contact, ce serait encore mieux. Donc, merci beaucoup pour vos suggestions. Maintenant, j'aimerais vous demander, ces gens-là qui ne sont pas d'emblée avec nous, là, qui peut-être seraient réticents à se joindre à nous ou ne l'auraient pas fait naturellement, comment on pourrait les convaincre de se joindre au mouvement Habitat, de sortir avec nous dans la rue le 1er octobre? Avez-vous des idées? Ça peut être soit des idées d'arguments pour les convaincre ou des idées de tactique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des idées à nous partager. Là, les deux Suzanne ont levé la main en même temps, donc celle qui se reconnaît peut prendre la parole. Peut-être Suzanne tout court, là, puis ensuite Suzanne Coop. On ne vous entend pas, Suzanne, par contre. Okay. C'est beau, là, hein? Oui, on vous entend. Bon. Moi, j'ai participé pas mal depuis le mois de mai à tout ce qui a été mis sur place pour connaître les besoins réels des personnes âgées. Mais je me suis rendu compte qu'à 81 ans, je suis quasiment une personne isolée sur ma planète. Bon, moi, je demeure dans un RPA, puis je me dis, si on pouvait rejoindre ces personnes-là, leur montrer qu'ils sont encore actifs, qu'ils ont une part à jouer dans la société. Moi, ce serait mon grand défi. Je ne sais pas comment les rejoindre. Parce qu'à un moment donné, je me suis mis à dire que j'avais assisté à différents ateliers que la Ville de Québec avait mis sur pied, puis tout ce que j'avais trouvé là-dedans. Puis on m'enviait, je vais vous le dire sincèrement, là, on m'enviait parce qu'on me trouvait active, on trouvait que j'allais chercher à l'extérieur pour amener des choses à l'intérieur. Mais rendu à l'intérieur, ça ne bouge plus, là. OK? Fait que ça, je ne sais pas comment percer ce milieu, parce que, écoute, c'est bien beau de dire François Legault qui nous appelle les vulnérables, là, puis restez chez vous, là. Mais je peux-tu vous dire qu'on est quand même une belle gang active? Puis marcher, ça va faire juste du bien à tout le monde. Super, merci Suzanne. Je vais donner la parole à l'autre Suzanne, puis ensuite François. OK. Alors, moi, j'ai pensé qu'il y a des municipalités amies des aînés, comme Trois-Rivières, et il y en a d'autres. Alors, je pense qu'il faudrait justement que là, ils mettent le pied égal au titre. Hein? La marche ferait partie d'une action montrer qu'ils sont vraiment amis des aînés. Et il y a aussi, je pense à la REC nationale, moi, je suis une ancienne enseignante, et je pense qu'ils ont le volet de soutenir et de vouloir aider justement les retraités, les vieillissements dans ces domaines de l'enseignement et autres maintenant, là. Et je pensais aussi que j'ai oublié. Ah oui, c'est ce que la dame Suzanne vient de parler avant moi. Moi, j'ai fait quelque chose à un moment donné dans une résidence d'aînés. J'ai organisé une pièce de théâtre avec des personnes d'une moyenne d'âge de 85 ans. Et ils ont été tellement heureux de faire enfin quelque chose. Et de valable. Et aussi, une dame me disait, parce que j'ai fait aussi 3 films avec eux dans la même année, tout ça, j'ai fait aussi 3 films, et la dame, une des dames pour le conte de Noël, m'a dit, enfin, je n'aurais pas seulement élevé des enfants. Parce que, tu sais, ils ont le goût de vouloir, mais il suffit de leur susciter ce goût, de leur dire que c'est possible, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut, par les réseaux de résidences d'aînés, de rejoindre les récréologues
pour organiser des choses. Absolument. François, je pense que tu avais envie de rebondir là-dessus. Ben oui, parce que c'est une super occasion déjà pour vous donner un peu une idée et Théophile, peut-être que tu pourras m'aider là avec la liste pas exhaustive parce qu'il y en a beaucoup, mais sachez, Suzanne, qu'on a déjà parlé aux gens de l'AREC qui sont partenaires de notre événement. On parle de façon aussi plus large à la Coalition pour la dignité des aînés, dont peut-être certains d'entre vous, désolé, il y a une voiture qui se stationne chez nous, peut-être que certains d'entre vous ont entendu Lise de la Coalition pour la dignité des aînés la dernière fois, qui eux aussi, on est en processus d'officialiser un partenariat avec eux. Intergénération Québec, on en parlait. Ce que je voulais dire aussi, c'est une invitation que je voulais lancer peut-être à notre invité de ce soir qui, lui, peut-être connaît aussi certaines organisations qui ne sont pas directement reliées. Puis le message que je voulais faire passer, que vous avez confirmé déjà certains d'entre vous, comment on les convainc? Moi, ce que j'aime répéter le plus, puis je vais me fermer après, c'est possible d'agir. On peut agir à notre échelle, on peut agir ensemble avec 10, 20, 100, 1000, 2000, 5000 personnes, mais on peut agir, on peut faire quelque chose. Et je pense que c'est notre intention de le mettre de l'avant, puis on va avoir besoin de vous, bien sûr, pour faire circuler la nouvelle. Donc, j'ai fini. Merci François. Vas-y, Théophile. Mais en fait, c'est parce que j'ai l'impression depuis le début qu'on parle de moi. Je pense qu'on a peut-être besoin de faire un petit topo sur la marche, en fait. Puis je ne sais pas si c'est peut-être le bon moment de le faire. Je voyais que les questions, bon, ça commençait à ralentir. Fait que je me dis, c'est peut-être le bon moment pour vous parler exactement de ce qu'on a prévu, nous, pour le 1er octobre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'impliquent au sein des interforums qui l'ont entendu. Je suis conscient, je viens de voir le commentaire de Jody qui disait, bon, le terme marche peut être intimidant. On le comprend très bien, hein, puis on a posé ces questions-là aussi aux gens à travers d'autres événements publics qu'on a organisés par le passé. Fait que ce qui est important pour nous, c'est de prendre en considération ce que vous nous dites, puis d'essayer de l'appliquer dans la façon dont on réfléchit à la marche. La marche, ça sera donc une marche à Montréal qui va partir du parc Jeanne-Mance à Montréal vers le parc La Fontaine, probablement, et qui va être scindée en deux pour permettre aux gens qui sont peut-être un petit peu moins mobiles, qui ne peuvent pas marcher pendant très longtemps, de se joindre à la marche à mi-parcours et donc de marcher 1 kilomètre plutôt que d'en marcher 3. Et ça va être très, très bien exprimé dans les communications qui vont suivre pour la marche. Le lancement va se faire le 6 septembre, mais c'est sûr que, comme François vous le disait, il y a déjà plusieurs partenaires qui ont été confirmés. Puis c'est des partenaires importants, hein. On parle de la FADOC aussi. François, c'est en train de se confirmer aussi, mais des gens qui représentent plusieurs centaines de milliers de membres. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait quand même pas mal de monde qui marche avec nous. On a aussi parlé dans les commentaires de festivités, d'avoir un spectacle à la fin. Je pense que c'est Fabien qui en a parlé brièvement. Sachez que ça aussi, c'est toujours dans les cartes. On va finir l'événement avec des allocutions, avec un moment plus festif, avec éventuellement un band qui va pouvoir jouer, une personne plus jeune, une personne plus vieille, mettre de l'avant justement l'importance de l'aspect intergénérationnel qui revient souvent à travers les différents événements publics qu'on a organisés avec vous. Mais ce que j'ai surtout entendu dans vos commentaires, c'est une marche à Laval, une marche à Trois-Rivières, une marche à... Puis c'est sûr, nous, ce dont on prend la responsabilité cette année, puisque l'an dernier, on a organisé une marche à Québec et la marche à Québec. Oui. L'an dernier, on a organisé une marche à Québec et une marche à Montréal. Cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'organiser notre forum national à Québec, auquel vous avez, certaines d'entre vous ont assisté, qui avait lieu en mai dernier. Qui a réuni une centaine de personnes en présentiel, plus de gens en ligne aussi. À Montréal, ce qu'on peut faire cette année, c'est d'organiser une marche à Montréal, mais comme je le disais dans les commentaires, moi, ce que je suis en train de créer en collaboration avec François et plein de gens de notre équipe, c'est un guide qu'on appelle de participation et de mise en œuvre qu'on va distribuer en collaboration avec plusieurs de nos partenaires, dont Espace Muni, dont la FADOC, à d'autres régions du Québec. Et à travers ce guide-là, ce qu'on invite les gens à faire, c'est de prendre en charge l'organisation de plus petits événements satellites dans leur région. Mais c'est très bien décrit comment procéder. D'abord, rentrer en contact avec moi, s'assurer que les messages sont bien alignés, puis tout ça.
Fait que ce guide-là va être prêt à être envoyé dans les jours à venir, peut-être lundi prochain, mais si c'est des choses qui vous intéressent de faire, parce que je sais que c'est des gens qui ne viennent pas de Montréal qui sont réunis ce soir nécessairement, mon adresse courriel va circuler plus tard. Fait que, si c'est des trucs qui vous tentent, tout de suite, écrivez-moi, puis on pourra rentrer en contact pour prévoir l'organisation. Nous, c'est sûr, ce qui nous intéresse, c'est que les événements satellites s'organisent dans l'espace public. Parce qu'on est conscient du fait que souvent, pour la Journée internationale des aînés, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent dans des résidences, dans des espaces clos, dans des centres communautaires. Parce que ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'organiser des événements dans l'espace public, que ce soit des plus petites marches ou des fêtes de quartier, des fêtes de ruelles, des lectures publiques. On donne une multitude d'exemples, mais c'est un peu ça qu'on a en tête. Fait qu'on ne veut vraiment pas délaisser les régions, on veut vous accompagner dans ce processus-là, mais on est conscient aussi des capacités qu'on a étant l'équipe de 4-5 personnes qu'on est, puis on veut aussi faire grandir cette marche-là qui est à Montréal, puis qui va devenir un événement annuel important pour nous. Bref, voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux questions qui avaient été posées, puis si vous en avez d'autres par rapport à la marche, peut-être que c'est le temps de me les poser dans le chat, puis je pourrais y répondre. Je vois qu'il y a une main levée, je prendrai peut-être la question. Oui, c'est ça, j'allais dire, Micheline, vous pouvez y aller si c'est une question pour Théophile. Bon, je vais réactiver mon son, excusez-moi. Oui, bonsoir. Je voudrais vous signaler aussi qu'il existe présentement des tables régionales de concertation pour les aînés, des tables de MRC et aussi la conférence des tables. Et notre mandat, c'est justement de promouvoir la Journée internationale des aînés. Et pour ce faire, cette année, on a un thème, comme à chaque année, qui est avec eux et pour eux. Et notre porte-parole cette année, c'est Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, oui, j'ai parlé à M. Gignac la semaine dernière. Et je pense que c'est une... on ne parle pas souvent des tables régionales et notre mandat est très, très important. Nous sommes les diffuseurs, les relayeurs d'informations. Absolument. Et on est là pour ça et il y a de nombreuses activités qui sont organisées dans toutes les MRC, qui sont aussi des marches, des rencontres collectives, des prix reconnaissance, des gens. On travaille avec les RPA le plus possible aussi pour que ces gens-là viennent avec nous. Il y a des MRC où il y a des pièces de théâtre de présenter. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont mises en action puis qui se réalisent pour cette journée-là. Et comme je vous dis, aux tables régionales de chaque région, il y a possibilité de faire diffuser des informations concernant les activités que vous faites. Donc, collabore ensemble. Et on est là justement pour répondre aux besoins des aînés. Les aînés ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être vus marchant, étant actifs. Ben, je suis absolument d'accord avec vous. Puis, merci pour votre commentaire. Je parlais justement à M. Gignac, qui est le directeur de la conférence des tables la semaine passée. Puis, on essayait aussi de travailler en collégialité pour pas qu'on soit en train de se suppléer à des événements qui étaient déjà organisés. Ce n'est pas ça notre intention. On est conscient qu'il y en a plein qui se passent déjà dans plein de régions. Puis justement, de bien arrimer nos événements. M. Gignac, il y a un événement qui se passe à Laval le 1er octobre avec la conférence des tables. Fait que nous, la marche va être le matin, justement, pour faire en sorte qu'on ne rentre pas en compétition avec ces événements-là. Oui. La conférence nous disait qu'ils ne peuvent pas être des partenaires de la marche parce que ça ne fait pas partie de leur mandat, eux étant subventionnés par le secrétariat des affaires aux aînés, puis on le comprend bien, mais ils vont en faire la promotion. Fait que ce contact-là est créé, puis c'est des partenaires qui sont très, très importants pour nous, c'est ça. Parce que travailler en silo, on l'a vu, là, on a parlé de la REC, de la FIC, puis de tout le RISP, puis toutes les associations d'aînés. Et s'il y a des lieux où ce sont des silos, ce sont ces associations. Absolument. Je le sais, moi, j'en fais partie d'une association d'aînés de mon ancienne profession. Alors, je pense que de trouver un bon moyen de relayer l'information, on va être à l'écoute, aussi de trouver des moyens, parce que des fois, ce qu'on a fait dans certaines MRC, c'est de louer un bus de 15-20 personnes puis de les amener à l'événement.
Bien sûr. Mais ça n'a pas été si onéreux que ça, de toute façon. Alors, il y a des choses de possibles qui sont à faire. C'est à nous de les demander. C'est à nous aussi de parler, comme vous dites, de transmettre l'information. Et je pense que les tables régionales dans toutes les régions devraient être sollicitées pour diffuser ce que vous faites comme activité. Puis si je peux me permettre de prendre la balle au bon, Soraya, sans passer par toi, votre contribution est très importante, Micheline, puis je ferai la même invitation que j'ai faite à Louise et à d'autres. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai fait mon premier projet dans la résidence Les Jardins du patrimoine de Val-d'Or, j'avais distribué une lettre à toutes les portes de la maison pour dire « Venez participer à mon projet ». Puis là, j'ai dit, demain, je vais vous parler de mon projet. Puis il y a eu 2 personnes sur 160 qui ont répondu. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé de table en table au déjeuner, au dîner, au souper, puis j'ai été parler à chaque personne qui était en train de manger. Puis au final, il y avait 18 personnes qui ont participé à mon projet sur 160, ce qui est 10 % de la population, ce qui est, dans plein d'événements comme ça, un très grand succès. Je vous raconte cette histoire-là, Micheline, et à tous vous autres qui êtes ici ce soir, parce que c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Nous, bien sûr, là, on va parler à la table de concertation. On va parler à tous les organismes liés et moins reliés grâce à vos idées ce soir. Mais ce sur quoi j'ai envie, moi, en finissant, de mettre l'attention, c'est que c'est vraiment par des paroles comme la vôtre, Micheline, puis une intention comme la tienne, Louise, puis il y a des gens dans le chat qui ont dit hey, « moi, je pourrais parler à l'Association de la maladie mentale, puis moi, je pourrais parler à des associations qui représentent des gens d'autres communautés culturelles ». C'est vraiment comme ça qu'on va faire grandir le mouvement avec le plus d'impact. Puis, regardez, on a fait un contact avec Samuel qui a décidé d'impliquer son organisme puis de venir marcher avec nous puis de nous parler de son projet. Donc, tout ça pour dire qu'en finissant, je veux vous remercier, Micheline, de votre intervention, puis je veux vous inviter à faire le geste de parler à M. Gignac, puis à faire le geste de parler à tous les gens des tables de concertation, puis de leur dire « Moi, j'étais là, moi, j'ai entendu ». Puis je veux qu'on soit marchand, puis sortons dans la rue, puis marchons, que ce soit à Montréal ou que ce soit ailleurs, faisons-nous entendre. Fait que je suis très, 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 très content de pouvoir vous parler puis de vous entendre. Merci beaucoup de votre intervention, Micheline. Soyez assuré que je parle très souvent à M. Gignac. Bon, bien, je sais que vous serez une très bonne émissaire pour nous. Mais c'est pour ça que je pense que les aînés peuvent se lever puis parler. Absolument. Et se donner le droit de parler parce qu'on va dans les municipalités amies des aînés avec Espace Muni, c'est ce qui est dit constamment. Prenez la parole des aînés. N'oublions pas, hein, c'est la Journée internationale des aînés. C'est pas une journée québécoise, là, gna gna, pour nous autres, là. C'est vraiment de dire au monde, de tout le monde. Oui, absolument. Mais comme je dis, les aînés Micheline, sont importants. C'est vraiment… Comme je dis, Micheline, il faut que ce soit incarné parce que c'est facile de dire « Parlez, prenez la parole, sortons dans la rue », mais il faut prendre les gens souvent par la main et leur dire « Hey, viens avec moi, sors, ça va. » Oui, parce que ça fait des décennies qu'on leur dit qu'ils ne servent à rien. Exact. Alors, on peut changer ça. Une personne… Il y a du positif qui se fait. Absolument. Bon, vous m'ouvrez la porte toute grande. Merci beaucoup, Micheline, de votre intervention. Vous m'ouvrez la porte toute grande pour dire, voici le thème de la marche, qui est la continuité du thème de l'année passée. Puis là, Théophile, on fait quelque chose ensemble. Fait que si j'oublie des choses, tu m'aides à rien oublier. Mais le thème de la marche… Il y a peut-être une autre question qui avait été évacuée puis qui est une question importante à laquelle Soraya avait une bonne réponse, mais à laquelle je pourrais aussi répondre. OK. Il faut juste faire attention parce que je ne veux pas qu'on dépasse l'heure de… Donc, vas-y, Théophile, si tu veux… Vas-y, ou je ne sais pas qui, là, mais… Je peux essayer d'y aller très, très brièvement, Théo. Là. En fait, c'est la question de l'inclusivité qui est une question, j'aimerais le souligner, qui est vraiment dans nos têtes dès le jour 1 ou presque, en fait, parce qu'on s'est rapidement rendu compte qu'autour de la table, c'était peut-être des aînés, justement, qui se ressemblaient un petit peu. Donc, tout de suite, on s'est dit, bon, comment on va aller rejoindre les gens que, naturellement, on ne rejoint pas d'emblée de par nos réseaux, disons, naturels.
Il y a plusieurs choses qui sont mises en place et qui vont continuer à être mises en place parce que cette question-là de l'inclusivité, c'est un processus. Hein? Ce n'est pas à un moment donné, on est inclusif, on a notre badge, puis on n'a plus rien à faire. Il faut toujours se remettre en question, regarder qui manque autour de la table. Une des façons qu'on le fait, c'est notamment à travers les sondages. Si vous êtes avec nous depuis longtemps, vous avez sûrement déjà répondu à un de nos sondages où on fait vraiment, on pose des questions démographiques qui nous permettent un peu de voir c'est quoi le profil de gens qui sont dans le mouvement Habitat. Et ça nous permet de voir qui n'est pas là. Et quand on a cette idée-là de qui n'est pas là, ben, on regarde comment on peut créer des alliances avec des organisations ou des organismes qui rejoignent ces aînés-là. Hein? On a cette volonté que le mouvement soit représentatif de la population québécoise, bien sûr. Sinon, dans nos événements aussi publics ou à travers les interforums, on a souvent posé la question de qu'est-ce qui faciliterait votre participation à un événement ou c'est quoi des obstacles à la participation dont vous êtes au courant, que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà eu. Puis, en identifiant ça, bien, c'est sûr que nous, on essaie de trouver des manières de surpasser ces obstacles-là pour faciliter justement la participation d'aînés qui les rencontreraient éventuellement. Donc, très, très rapidement, c'est une très grande question. Elle est dans notre tête. On se challenge là-dessus. On essaie de faire mieux, mais c'est un processus. Puis Théo, je sais que aussi, notamment ce que tu disais par rapport à la marche, là, le fait de l'avoir scindée en deux, ben, c'était justement une réponse à la volonté pour certaines personnes peut-être d'avoir une marche qui était moins demandante physiquement. Là. Fait qu'il y a des trucs très, très concrets qui sont mis en place dans nos activités. Parce que la question de l'inclusion, de la diversité, mais aussi de l'accessibilité, puis ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément dans la façon dont on réfléchit à l'événement. Fait que sachez que c'est dans nos têtes. Excusez-moi, je pensais que c'était important. Ah non, mais c'est c'est très important. Cela dit, Théophile, comme tu as eu l'occasion de parler déjà du concept de la marche et tout ça, moi, je vais me concentrer sur les appels à l'action que j'ai à mettre de l'avant. Première chose, si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire sur nos réseaux, les réseaux du mouvement Habitat, mais les réseaux de 1 et 1 Fonds 1000. Donc, toutes les adresses se trouvent à l'écran actuellement. Donc, le site web de 1 et 1 Fonds 1000, le site web du mouvement Habitat qui est au pluriel parce qu'on se demande bien sûr comment on veut habiter notre vieillesse sur le plan de l'intime, du physique, mais aussi des communautés. Il y a le groupe la page Facebook du mouvement Habitat. Si vous avez envie déjà de vous engager devant la marche qui va avoir lieu le 1er octobre prochain, que vous avez décrite dans sa synthèse, Théo. Donc, il y a déjà un événement Facebook qui existe. Donc, si vous tapez « Marche du 1er octobre » dans Facebook, vous devriez être à même de retrouver l'événement assez facilement parce qu'il a été créé dernièrement. Il est même déjà là dans le chat. En ce moment, je l'ai vu apparaître. Donc, si vous voulez déjà vous mettre à l'horaire de venir marcher avec nous, de signifier votre participation, c'est possible de le faire. Il faut savoir que le lancement officiel de la marche aura lieu le 6 septembre prochain. On va vous révéler les éléments plus précis de qui sont les porte-paroles, qui sont les gens qui prendront parole, mais les artistes aussi qui vont s'impliquer avec un peu plus de précision à quoi ça va ressembler l'événement de la marche du 1er octobre selon nos moyens et selon les disponibilités des artistes et tout ça. L'autre affaire qui est vraiment importante pour nous, je l'ai déjà signifié à Micheline, à Louise, à d'autres personnes. Il y a déjà des gens qui ont dit dans le chat hey, moi, je pourrais parler à l'association, moi, je pourrais parler aux gens qui travaillent en santé mentale. C'est très important pour nous, si vous avez envie de le faire, comme je racontais avec mon histoire, là, de parler aux personnes une à la fois. Si vous avez envie d'entrer en contact avec ces personnes-là, de prendre votre téléphone, de leur écrire un courriel, de nous laisser connaître aussi l'action que vous avez posée en étant en contact avec Théophile, pour nous, ça nous permettra d'assurer la continuité des liens que vous êtes en train de créer pour faire grandir la marche. Donc, c'est une demande très, très précise qu'on a pour vous de faire un peu comme j'ai fait à faire le tour des tables, mais avec les idées que vous avez eues ce soir, de peut-être parler aux gens que vous connaissez, puis de nous laisser savoir, en passant par l'adresse de Théophile, bien sûr, à qui vous avez parlé, qu'est-ce que vous leur avez vendu. Puis le message, en gros, de la marche qu'on vend, c'est notre sales pitch, si je peux dire, c'est on peut agir. Il y a des gens qui agissent de façon directe, indirecte pour le mieux-être des aînés, puis il y a des gens qui vont continuer à le faire.
Avant de vous donner mon dernier appel à l'action, je veux prendre un moment pour te remercier de ta présence ce soir, Samuel. C'était vraiment important pour nous qu'on puisse prendre un moment de t'entendre, puis un moment d'entendre qui est Nature Québec, qu'est-ce que c'est que ce projet Ginkgo qui ressemble vraiment à ce que nous, on se propose de faire avec des actions qui ont peut-être une plus petite échelle au début, mais qui permettent de vraiment prouver exactement notre point, puis de le laisser grandir. Donc, merci beaucoup, Samuel, de ta présence ce soir. Merci beaucoup, François. C'était un très grand plaisir. Et au plaisir de te voir à la marche. Absolument. Tu peux compter sur nous. On va être là, c'est certain. Dernière chose que je veux, je ne sais pas, Claire, je ne sais pas quelle est la nature de votre question. Peut-être que vous pourriez me l'écrire dans le chat, puis je vais voir si j'y réponds. C'est très important pour nous, vous le savez, j'ai souligné le soutien des fondations qui nous soutiennent, des différents organismes et qui nous soutiennent financièrement, mais vous allez le voir là, quand on va faire la liste de toutes les associations qui soutiennent les activités du mouvement Habitat, particulièrement de la marche du 1er octobre, qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire aller leur tam-tam, là, puis qui vont faire des signaux de fumée, puis qui vont écrire des courriels, puis qui vont appeler du monde, puis qui vont faire les liens inusités, puis les rencontres improbables qu'on tente de créer pour faire sortir les gens dans la rue. Pour faire ça, ça nous prend bien sûr des sous, ça nous prend du monde, ça nous prend des idées, mais ça nous prend des sous. Donc, si c'est possible pour vous de faire un don à notre campagne dont vous voyez l'adresse, c'est très apprécié. Tous les montants comptent et pour nous, ça devient quelque chose d'important à long terme parce que chacune des petites contributions nous permet de faire grandir le mouvement. Claire, allez-y donc, je vous donne 30 secondes. En fait, je pensais simplement à comment interpeller les gens qui ne sont pas encore des aînés, mais qui parviendront là tôt ou tard, en disant n'attendons pas d'être un aîné pour aller te prononcer, ou du moins pour aller écouter quels sont les besoins, puis voir venir cet état de situation. Puis chez vous, on entend par aîné des gens de quel âge à quel âge. C'est ma première fois ici ce soir, je ne sais pas trop, mais... Bien, tu sais, moi, je dis toujours, puis il y a un de nos partenaires... moi, j'ai 61 ans, puis je le vois arriver très rapide. Oui, mais ce que je vous dis, ça a coupé un petit peu, je suis désolé, je n'ai pas entendu la dernière intervention, Claire, mais il y a un de nos partenaires qui dit « Nous sommes l'aîné de demain ». Et je pense que c'est ce que vous évoquez exactement en disant, tu sais, à quel âge on est vieux, bien, on le devient tous les jours. Mais bien sûr, je pense qu'on est mieux de commencer à l'imaginer maintenant. Puis vous le voyez là, autour de la table, les gens qui sont là, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes des aînés, bien sûr, mais il y a des gens comme d'autres générations qui se sont joints à nous puis qui font partie des interforums. Donc, message bien entendu, Claire. Merci de votre présence ce soir. C'est vraiment, vraiment riche pour nous que vous soyez là, comme à l'habitude. On entend vos idées, on les écoute. Et dès le 6 septembre, vous serez en mesure, vous allez certainement entendre parler de nous, vous allez pouvoir venir même ou participer au lancement d'une façon ou d'une autre. Donc, merci de votre attention. C'est le moment de se quitter. On a remis l'adresse pour rejoindre Théophile. Donc, pour toute autre question, retournez-vous vers Théophile. Il est très organisé dans ses courriels. Il finit toujours par répondre à tout le monde. Donc, bonsoir à vous tous. C'est le temps d'ouvrir vos micros pour qu'on puisse se dire au revoir. Puis encore une fois, Samuel, merci beaucoup de ta présence et d'avoir représenté Nature Québec ici ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Au revoir et merci. Au revoir. Un grand plaisir. Bye bye. Bye tout le monde. Si ça se peut que les gens de Nature Québec et de 1 et 1 font 1000 restent. Je ne sais pas si on a déjà perdu Samuel, mais c'est pas grave. Ah, mais je viens de lui envoyer un message pour lui demander s'il ne pouvait pas rester, mais bon. Pas grave. Moi, je viens d'avoir une idée de génie. Je sais Oh! pas si je pouvais la dire. C'est peut-être que pour la marche, s'il y a des personnes aînées qui ont de la difficulté à marcher dans des résidences, par exemple, pourquoi n'y aurait-il pas une compilation des pas ou des bouts qu'ils font pour additionner toutes les bouts de tout le monde dans les résidences? C'est une très bonne idée. C'est se mettre 5-6 ensemble qui font le tour de la résidence ou en dedans ou dehors. C'est une très bonne idée.